Bonjour à tous, ravi d'être avec vous pour ce nouveau LinkedIn Live. Aujourd'hui, donc, c'est dédié au transport. On en a maintenant fait plusieurs et vous pouvez retrouver les replays aussi sur le site. On avait fait un premier sur la planification écologique un peu en général, l'équilibre général du plan, l'ensemble des différents enjeux. On avait fait la dernière fois un zoom sur le bâtiment et donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de faire un zoom sur la question des transports. À la fois les transports de personnes et les transports de marchandises. Et quand on regarde les transports, eh bien c'est l'ensemble de tous les transports. Donc c'est à la fois les sujets d'alternatives aux mobilités du type routière, donc à la voiture. C'est des sujets de voiture, bien sûr, et qui restent un mode de transport, je vais y revenir, extrêmement important en France et qui va le rester demain. Mais c'est aussi les sujets des poids lourds, les sujets des transports en commun, les sujets de l'avion aussi, les sujets du maritime. Donc on va essayer d'aller assez large. Ce que je vous propose, c'est de faire peut-être de planter un peu le décor et puis ensuite de passer très rapidement à vos questions. Un nombre de questions qui ont d'ores et déjà été posées, et donc j'ai pas de doute sur le fait que le débat sera intense. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être, je reviens sur les grands enjeux de la planification écologique sur le domaine des transports. Donc je vous redis, vous avez dans les liens accès à la synthèse globale du plan. Donc je vous invite vraiment à tous la revoir. Je vous invite aussi sur ce sujet de transport, qui est un sujet qui est vite très local, à aussi regarder tous les travaux qui sont menés dans le cadre des COP régionales, donc des travaux de territorialisation de ces sujets de transport, parce qu'il existe assez rarement de règles générales en matière de transport, ça se regarde vraiment à la maille d'un bassin de vie d'un territoire, et donc il faut regarder les sujets très précisément. Alors, on va projeter ce petit dessin-là pour vous rappeler que les sujets de planification écologique, c'est bien sûr des sujets de décarbonation, mais on ne se limite pas à la décarbonation, ça c'est vraiment très important. C'est aussi, et donc en matière de transport, donc on cherche les transports, c'est 132 millions de tonnes de CO2 par an, donc c'est quasiment un tiers de nos émissions, je vais y revenir. Il y a des enjeux d'adaptation au changement climatique qui sont liés du coup au transport. Et donc là, on vous a mis sur l'écran les quasiment 4300 km de routes départementales qui seraient submergées avec la hausse du niveau de la mer. On vous a mis aussi les enjeux de ressources. Alors là, on a parlé essentiellement dans l'exOP de la question du lithium, qui est lié notamment à l'électrification aux batteries. Donc là, si jamais on devait s'en tenir uniquement à l'utilisation de lithium primaire, on consommerait 5% du lithium primaire mondial en France pour à la fois électrifier nos voitures, nos poids lourds, etc. C'est plus que le poids économique de la France, 3% du PIB mondial. Et donc on voit bien que ça pose des problèmes de soutenabilité, donc c'est pour ça que ça va être, et on va y venir, indispensable de développer les façons d'économiser le lithium primaire, donc le recyclage, avoir des véhicules plus légers pour avoir des batteries plus petites, etc. etc. Les ressources, ce n'est pas uniquement les questions de lithium, c'est aussi des sujets, par exemple, de biomasse. Vous savez, je vous en parle souvent. Donc là, en l'occurrence, en matière de transport, c'est des questions de biocarburants, à la fois terrestres pour les voitures, les poids lourds, mais aussi les fameux SAF, les biocarburants dans l'aérien et aussi les biocarburants dans le maritime. Et donc très vite, on va voir, et ça on aura l'occasion d'y revenir, qu'il n'y a pas assez de biomasse pour tout le monde, et donc il va falloir un peu prioriser les usages, et ça c'est un point important. Troisième grand enjeu de la planification, donc une fois qu'on a parlé de baisse d'émissions, d'adaptation, de gestion des ressources, c'est la question bien sûr de la biodiversité. Et donc là, le secteur des transports, parce que notamment avec les infrastructures, qu'elles soient routières, ferroviaires et autres, fragmentent un peu nos espaces. Donc ça pose des questions de continuité écologique et donc de fragmentation des espaces en matière de biodiversité. Et puis un enjeu santé, le cinquième pied de la planification, baisse des émissions, adaptation, ressources, biodiversité et puis santé-environnement. Et donc là, par les particules notamment issues de la combustion, on a des incidences sur la santé qui sont fortes. Donc quand on agit sur la transformation de nos mobilités, on agit aussi sur l'amélioration de la santé. Donc notre plan, il cherche vraiment à essayer d'attraper ces 5 problématiques-là, ne se limite pas à la décarbonation, et on aura l'occasion d'y revenir. Alors, juste après, peut-être sur ces sujets-là, si vous regardez maintenant, je vais vous projeter une autre slide, qui sont les grands objectifs qu'on s'est fixés. Et alors, ce n'est pas exhaustif, mais ça vous donne déjà un peu une vision quantitative d'où on veut aller. Donc en matière de baisse des gaz à effet de serre, on cherche à baisser de 31% à 30% les émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 2019. On va y revenir sur comment concrètement. En matière de la gestion des ressources, du coup, on cherche à abaisser la quantité de ressources de lithium primaire consommées. En matière aussi économique, on cherche à réduire la dépendance à la voiture et donc du coup, parce qu'aujourd'hui, c'est un poste important des dépenses des ménages.
On a l'enjeu de l'amélioration de la qualité de l'air, donc du coup avec la baisse des NOx. Et puis on a aussi un enjeu industriel très fort, puisque vous le savez, hein, la planification écologique, c'est à la fois un projet de transition écologique, mais c'est aussi un projet économique. Dans ce projet économique, il y a un enjeu de réindustrialisation et de développement de notre base industrielle et aussi d'évolution de nos filières. On aura l'occasion de revenir sur les enjeux emploi plus tard. Et donc là, en matière de mobilité, il y a notamment la France, c'est un grand pays constructeur de voitures, de poids lourds, d'avions aussi. Et donc, en matière de voitures, par exemple, on a un enjeu, un objectif très clair de produire 2 millions de voitures électriques en France en 2030. Là, c'est globalement substituer ce qui était aujourd'hui des voitures thermiques par des voitures électriques et c'est vraiment important pour l'activité économique. Alors, peut-être pour replanter le décor aussi, donc là je vous ai rappelé un peu les grands objectifs, le fait que quand on parlait de planification, ce n'était pas uniquement la décarbonation et c'était aussi un projet économique. Si on regarde maintenant pour se remettre un peu les idées en place, où sont les émissions aujourd'hui en France? Donc là, on va vous les projeter à l'écran. C'est des choses que la plupart d'entre vous connaissent bien, mais c'est bien de le revisualiser. Les transports, aujourd'hui, c'est 1/3 des émissions de gaz à effet de serre. Là, c'est le chiffre 2021. Je pense qu'on doit pouvoir faire un peu mieux en matière de fraîcheur des données, donc on vous le redonnera de façon plus fraîche. Mais 2021, vous voyez qu'il y a 1/3 des émissions, c'est le transport. Un gros paquet, c'est la voiture particulière, hein, qu'elle soit pour les ménages ou pour les utiliser en flotte d'entreprise. Aussi les véhicules utilitaires légers, les poids lourds. Vous voyez aussi l'impact relativement faible en cumulé de la partie bus et car. Vous voyez aussi, on a rajouté la part du transport à la fois l'aérien, donc là vous avez les 3 millions de tonnes de CO2 d'étrangers domestiques, et vous avez aussi du coup la quote-part des trafics internationaux, et donc là avec une convention de calcul qui est que quand on a un trajet international, la moitié du trajet elle est imputée à la France, et donc là vous y voyez ici la moitié du trajet. Ça permet de bien positionner les choses sur à la fois le poids des transports, où sont les émissions, et aussi de remettre les ordres de grandeur en place entre le transport terrestre de voyageurs et de marchandises, qui est du coup la majorité des émissions, et puis le transport aérien, qui est important, sur lequel on va revenir, mais qui pèse de façon un peu plus faible dans les émissions globales. J'aurais dit ici que ça, c'est les émissions directes de la France, et donc derrière, il y a aussi toutes les émissions importées, et donc il y a autant d'émissions importées que d'émissions directes, donc quand dans le plan, on cherche à travailler sur l'ensemble des sujets. Toujours dans le contexte, vous redire aussi où on en est sur la baisse des émissions. Je crois que je vous l'ai déjà dit quelques fois, mais je vous le redis. Vous avez ici à l'écran ce qu'est la baisse des émissions de gaz à effet de serre depuis 2015. Et donc vous voyez que, ça si vous pouvez le projeter, du coup qu'on a à la fois dans la période 2015-2018 dépassé systématiquement les objectifs qu'on s'était fixés, ce qui a conduit, vous voyez en rouge là, à un retard qui s'est accentué. Il y a eu une sanction du Conseil d'État en 2018, et puis ensuite, après, il y a eu une évolution progressive des émissions à la baisse, avec une combinaison de facteurs qui sont structurels. Et là, vous voyez que toutes les années ont toujours été inférieures à l'objectif qu'on s'est fixé. Vous voyez qu'il y a bien sûr l'année très exceptionnelle du Covid, et donc notamment en matière de transport, on y reviendra, qui a été une année de confinement, donc du coup avec moins de déplacements. Mais qu'indépendamment de ce paquet-là, cette année-là spécifique, il y a eu une baisse structurelle, avec d'ailleurs une bonne performance en 2023, avec une baisse de 4,8% par rapport à l'année précédente, ce qui est du coup un très bon score. Et donc, avec tout ça, on a rattrapé l'intégralité du retard qu'on avait pris sur la première période, ce qui a conduit d'ailleurs à la fois le tribunal du coup, à clôturer le contentieux qu'il y avait sur la partie historique, donc l'affaire du siècle. Et puis par contre, le Conseil d'État nous met toujours sur surveillance, donc aucune sanction mais une surveillance pour l'avenir, c'est-à-dire la trajectoire à 2030, parce que, et ça c'est l'autre graphique que je voulais vous remontrer, on a à la fois des bonnes nouvelles sur les baisses et le fait qu'on soit maintenant au bon rythme de baisse annuelle, et pour autant il nous reste encore pas mal à faire. Donc là vous voyez sur le petit graphique ici, on a remis ce qu'étaient les émissions en 1990, en gris vous avez le total. Vous voyez l'objectif de baisse de 50% des émissions brutes, donc qui a conduit à 269 millions de tonnes de CO2 en 2030. Et vous voyez ici que on a fait maintenant plus que la moitié du chemin. C'est quand même la bonne nouvelle du coup là en 2023. Mais il nous reste encore une marche importante à franchir entre 2023 et 2030, que vous voyez là en gris sur le petit graphique, et dont vous voyez la répartition du coup sur chacun des secteurs. Donc là, peut-être pour commenter, vous voyez bien que le secteur des transports, la marche reste encore particulièrement haute entre 2023 et 2030, et que là, on a stabilisé, du coup, renversé la tendance d'un secteur des transports qui était en hausse continuelle de ses émissions, mais pour autant, il nous reste un effort important, et c'est vraiment l'objet de la discussion d'aujourd'hui, d'arriver à renverser cette tendance. Alors, si on en vient maintenant sur les leviers,
Je vous redonne maintenant, je vous remontre à l'écran notre fameux maintenant célèbre Mondrian que sont les émissions, qui est donc du coup la répartition des leviers, donc du coup des baisses d'émissions. Je redis entre 2019 et 2030, le Mondrian c'est 2019-2030, donc il y a une partie déjà de ces baisses-là qui ont déjà été effectuées, du coup entre 2019 et 2023, on aura l'occasion d'y revenir. Et vous voyez en bleu tout ce qui relève du secteur des transports. Donc c'est à la fois le transport de personnes, donc à gauche, mieux se déplacer. Vous voyez du coup qu'on compte sur une baisse de 11 millions de tonnes de CO2 par an sur la voiture électrique. Ça correspond à 15% de voitures électriques dans le parc en 2030, on y va revenir. Mais on compte aussi sur le fait qu'on ait des véhicules plus sobres, plus légers. On compte aussi sur le fait qu'il y ait une part notamment liée au télétravail qui s'est généralisé d'ores et déjà et donc qui permet d'économiser des trajets domicile-travail. Il y a bien sûr le report modal sur lequel on va revenir, les enjeux de covoiturage, les enjeux de décarbonation des bus et des cars, plus généralement des enjeux de biocarburants, des enjeux de maîtrise de la demande de l'aérien, donc d'infléchir du coup la hausse des trajets dans l'aérien, un enjeu d'efficacité énergétique, donc la façon dont on consomme de l'énergie dans les avions, et puis les biocarburants d'aviation. Donc ça c'est la partie transport de personnes. Et donc tous les sujets de train de transport en commun, etc., ils sont dans le bloc, report modal, sur lequel je vais revenir. Et puis vous voyez du coup au milieu, là, dans le bloc mieux produire, donc je vous souvenez, c'est l'ensemble des entreprises en général. Et donc là, on a toute la partie logistique que vous voyez tout en haut, avec à la fois les enjeux de poids lourds, à la fois de l'optimisation, de changement de motorisation, d'électrification, des enjeux de fret ferroviaire, des enjeux aussi de ce qu'on appelle sobriété. Et là, c'est essentiellement, on pourra y revenir, de ralentir, ce qui est une hausse extrêmement forte de l'augmentation des tonnes kilomètres transportés chaque année, de biocarburants, voilà. Donc ça fait un ensemble de leviers, ils sont assez nombreux. Et donc là, l'idée, c'était qu'on puisse un peu les balayer. Je voulais commencer par refaire un petit zoom, parce que souvent, on a des réactions assez fortes en disant vous mettez beaucoup sur la voiture, mais quid des transports en commun, du ferroviaire, du report modal, etc. Et ça, je voulais vous montrer du coup pour ça, ce petit schéma qu'on avait construit au tout début, donc ça fait maintenant quasiment 1 an et demi qu'on l'avait posé sur la table, ce schéma-là. Il montre quels sont tous les leviers pour pouvoir réduire l'utilisation de la voiture individuelle. Vous avez tout à gauche, du coup, ce qui est l'intensité d'utilisation des voitures particulières aujourd'hui, donc le nombre de milliards de voyageurs par kilomètre par an. Et vous regardez, là, vous avez à la fois ce qui est l'augmentation naturelle, parce qu'il y a plus de population en 2030 qu'en 2019, et donc nécessairement, on a aussi un certain nombre d'augmentation des kilomètres de voyageurs transportés. Vous avez ensuite, après, on a regardé, si on mettait les curseurs à fond, qu'est-ce que ça donne? Et donc là, vous voyez que si on se met à faire à fond du télétravail et par ailleurs se déplacer pour aller en vacances plus proches, et donc là, on a 7 millions de salariés qui télétravaillent 3 jours par semaine et 5 millions de personnes qui choisissent un tourisme local de moins de kilomètres, de faire moins de 1000 km par an pour aller en vacances. Ce qui sont des hypothèses assez fortes par rapport à ce qui est aujourd'hui notre comportement collectif de société. On économise 34 milliards de voyageurs kilomètres par an. Donc là, vous voyez tout en haut. Si jamais sur le vélo, la colonne d'après, on va à fond, c'est-à-dire qu'on développe la pratique du vélo au même rythme que ce qu'on a connu pendant la période Covid avec les coronapistes, donc à fond la caisse pendant jusqu'à 2030, ça permet de basculer 17 milliards de voyageurs kilomètres par an de la voiture vers le vélo. En matière de transport en commun, notamment de ferroviaire, si jamais on est 10 fois plus efficace dans les 10 prochaines années qu'on l'a été dans les 10 dernières pour que le développement des transports en commun et du ferroviaire conduise à un vrai report modal de la voiture vers le train. Vous avez en tête que quand on développe les infrastructures ferroviaires, ce qui est essentiel, ou les transports en commun en général dans les villes, il y a à la fois des gens qui n'avaient pas de voiture et qui utilisent les transports en commun, qui les utilisent encore plus. Et puis il y a un effet de report modal. Jusqu'à présent, on a dit qu'on serait 10 fois plus efficace, et là ça conduit 28 plus 14 milliards de kilomètres de voyageurs qui sont reportés depuis la voiture vers les transports en commun et plus généralement vers le sujet aussi bus ou car pour qu'on ait plus de personnes dans les véhicules. Donc c'est les hypothèses en sous-jacent qui font très fort. Et vous voyez que quand je cumule tout ça, ça fait un report modal qui, en valeur absolue, reste relativement modéré. Donc c'est pas qu'on a cherché à garder plein de voitures, c'est simplement quand on regarde les chiffres, on se dit on va à fond sur l'alternative, voilà ce que ça donne. Et donc la conclusion, c'est absolument, il faut aller à fond sur le report modal, les transports en commun, mais il faut aussi électrifier la voiture de façon à ce que les émissions qui sont liées à ce qui va rester un usage fort de la voiture demain soient le plus possible décarbonées.
Et si on va un tout petit peu plus loin, pourquoi est-ce que ces chiffres-là, qui ne sont pas très intuitifs, hein, sont comme ça? Je trouve que la réponse, elle est beaucoup dans un autre petit schéma qu'on va vous montrer à l'écran là, qui donne en fait la répartition enfin, qui fait la différence entre les trajets, le nombre de trajets, et puis les kilomètres parcourus. Et donc ce petit schéma, il vous dit quoi? Il vous dit qu'en fait, il y a énormément, même s'il y a beaucoup de trajets qui sont courts, moins de 5 km, voire moins de 10 km, tout à gauche là, en nombre de trajets, c'est majoritaire. Par contre, quand on pondère par la distance, parce que du coup, c'est des trajets courts, donc on parcourt peu de kilomètres, ça pèse relativement peu dans les kilomètres voyageurs par an, et donc derrière, dans les émissions totales de la voiture. Et donc, le travail très fort qu'on fait sur le report modal, notamment dans les milieux urbains, il va permettre de baisser toutes les deux premières colonnes, les 64 et les 81 que vous voyez tout en haut à gauche, en gros entre moins de 10 km. Par contre, il va être moins efficace pour aller baisser les émissions, le report modal, enfin les émissions de la voiture, pardon, sur les blocs 10-80 et puis plus de 80 km. Et donc finalement, ce qui fait le gros des émissions, l'utilisation de la voiture et donc des émissions aujourd'hui, c'est beaucoup les trajets domicile-travail un peu longs, donc du coup entre 10 et 80 km par jour, qui sont souvent dans des zones périurbaines larges, sur lesquelles il y a un tissu d'habitation qui est assez diffus, et donc sur lesquelles il y a des enjeux très forts de mobilité, et donc c'est plus difficile d'aller massivement sur les transports en commun. Ça explique pourquoi est-ce que, même si on y va à fond sur les transports en commun, ce qu'il faut faire, du coup, il faut en même temps travailler sur la voiture. Et donc là, si je vous remonte maintenant où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur tout ça, vous voyez ici de plusieurs choses. Donc là, vous avez les émissions totales en gaz à effet de serre et leur évolution avec les différents segments, et vous voyez qu'est-ce qui évolue. Donc, on part de 2019, avant Covid. Vous voyez que l'année du Covid, l'année de confinement, un effondrement du coup des émissions, mais qui est un effondrement des mobilités, et ça n'est pas notre modèle que d'effondrer les mobilités des Français, on va pouvoir se déplacer. Vous voyez qu'après, il y a eu un effet reprise, avec un effet rebond post-Covid, donc les gens progressivement se sont mis à se redéplacer plus. Donc 21 on augmente, 22 on augmente. Nous, on a un peu l'impression qu'en 23 maintenant, on a atteint la fin de la période de rebond, qu'on a restabilisé et qu'on repart maintenant sur un tendanciel, notamment après une baisse progressive. Et donc vous voyez que sur la partie des transports terrestres des voyageurs, en 23, pour la première fois, on est post-rebond, on rebaisse les émissions, donc liées à la voiture concrètement. Sur le transport terrestre de marchandises et logistique, pareil, on a du coup atteint le rebond et on commence sur une légère baisse. Et le sujet par contre qui nous préoccupe, c'est le sujet de l'aérien qui continue à beaucoup augmenter. Et là vous voyez du coup le 23 par rapport à 2030, c'est ce qu'on a en cible. Si on va avec un petit graphique plein de bulles que j'aime beaucoup, mais je vais le commenter rapidement, ça vous dit des choses importantes. Ça vous montre que du coup, qu'est-ce qui s'est passé entre 2019 et 2023 ? D'une part, il y a eu une hausse de la population, et donc on a en gros plus 1,7 million de tonnes de CO2 si je somme 19-20 et 20-22. Donc il y a au début, la première ligne c'est une année, la deuxième ligne c'est 2 années, c'est pour ça que les chiffres ne sont pas les mêmes. Donc ça correspond en gros à 1,7 million de tonnes de CO2 qui sont l'augmentation de la population. Vous avez après, il y a eu un gros effondrement de la demande l'année du Covid, et puis qui a été partiellement reprise, mais on voit que moins 17,5 l'année Covid, plus 13,3, on a quand même du coup eu des changements de comportement assez importants qui sont beaucoup liés au Covid d'ailleurs, pratique du télétravail, tourisme, etc., qui fait qu'on a structurellement baissé les émissions. Ce qui moi m'interpelle et qui doit nous challenger collectivement, c'est les deux colonnes d'après. La période du Covid, c'est une période où on a fait moins de covoiturage parce qu'on avait peur de la contamination et donc de la proximité, des lieux clos, etc., et moins de transport en commun. Ça s'est vu d'ailleurs dans les auditeurs parmi vous qui êtes exploitants de transport en commun. Vous savez bien qu'il y a moins d'occupation, on a moins de volume de personnes, et donc d'ailleurs ça pose des problèmes économiques aussi sur la soutenabilité des lignes, etc. Et donc ça, il y a eu un gros choc pendant le Covid qui a conduit du coup à une augmentation des émissions à cause de ça. Et là, on a un peu de mal à retrouver le niveau d'avant Covid en termes de pratiques de covoiturage et de pratiques de report modal, et donc d'utilisation de transport en commun. Et ça doit être un point de vigilance collectif là-dessus pour s'améliorer. Et puis vous avez après, tout à droite, les gains qu'ont apporté à la fois l'électrification des voitures, qui reste encore petite aujourd'hui, mais qui va accroître, on va y revenir, et puis ce qu'on appelle, en langage techno, l'efficacité énergétique des véhicules, qui est dit clairement le fait que les vieilles voitures, elles partent à la casse, il y a des nouvelles voitures qui arrivent, et donc du coup, quand je remplace une vieille voiture par une nouvelle voiture, j'ai un gain du coup en termes de performance énergétique, de consommation de carburant.
Donc ça vous plante un peu le paysage. Et peut-être ce que je peux faire à ce stade-là, alors peut-être un petit zoom quand même sur la question des voitures électriques, parce que c'est un point important. Alors là, si vous pouvez mettre celui-ci, je saute une page par rapport à ce qu'on s'était dit, du coup, qui est quelle est la trajectoire qu'on se fixe pour les voitures électriques. Bon, c'est un point très important de se dire, on ne veut pas demander à tous les Français d'avoir une voiture électrique en 2030. Ce serait inaccessible et ce serait hors de propos. Ce qu'on cherche, c'est d'avoir 15% de voitures électriques dans le parc. Et donc ça, quand on prend à la fois, est-ce que vous avez sur le graphique là au milieu les volumétries de véhicules du coup neufs vendus chaque année. Quand vous regardez ce qui est du coup l'évolution de la part des véhicules électriques dans les véhicules électriques neufs et qui correspond à une obligation européenne avec du coup un sujet d'ailleurs en 2035 qui est la fin de la vente des voitures thermiques et que vous projetez ça, vous arrivez du coup au petit graphique qui est à droite et vous voyez que la voiture électrique qui représente aujourd'hui 1,2% dans le parc total va grimper en 2030 à 15%. Donc c'est une accélération assez rapide, mais qui est finalement la résultante de ce que je vous montre juste avant. Donc c'est ça qui est important à sécuriser et qui va contribuer très fort, 11 millions de tonnes de CO2 en moins à l'objectif. Et aujourd'hui, et ça c'est la page juste après, là, le petit graphique que vous voyez ici, vous voyez que on atteint, pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien en termes d'électrification sur l'ensemble des véhicules vendus, avec néanmoins un point qui nous alerte, qui est une très grande différence entre ce que font les ménages et ce que font les entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les ménages achètent beaucoup plus de véhicules électriques que ce qu'on avait anticipé au début, ce qui est une bonne chose, qui montre que le véhicule électrique commence à se propager. Et d'ailleurs, on pourra y revenir dans les questions, un véhicule électrique, notamment avec un petit véhicule électrique, c'est aujourd'hui moins cher quand on additionne l'ensemble des coûts, à la fois les coûts d'achat, les coûts de carburant, etc., qu'un véhicule thermique. Donc c'est un raisonnement économique. Et les entreprises, elles, sont un peu à la traîne. Et donc, de ce fait, pour l'instant, électrifient relativement peu leur flotte, enfin insuffisamment, dans ce sens, les flottes d'entreprises. Et c'est notamment pour ça aussi qu'il y a un député de la majorité, le député Adam, qui a déposé un projet de loi qui vise notamment à aller un peu plus loin sur l'électrification des flottes d'entreprises. Voilà pour le véhicule électrique, on pourra aller plus loin dans les questions. Et puis, on pourra parler dans les questions aussi des sujets de poids lourds, de bouclage biomasse, d'emploi, de compétences qui sont associées. J'ai conscience que j'ai parlé très longuement, mais du coup, c'était important, à mon sens, de reposer le décor sur ce sujet-là, qui est un peu complexe, mais sur lequel de bien reposer les différents points. Alors, je vais prendre les questions que vous avez posées. Alors, une question de Thomas, là, dans la décomposition des leviers pour réduire les passagers kilomètres, je ne vois pas le covoiturage. Est-il compté ailleurs? Alors, en fait, on l'a compté, c'était un petit graphe un peu simplifié, celui que je vous ai mis. Donc, on a bien compté le covoiturage. D'ailleurs, quand vous revenez sur notre fameux Mondrian, l'ensemble des leviers, vous avez bien une brique qui est dédiée à la question des covoiturages. Donc là, on anticipe moins de 3, on se donne comme objectif de baisser de 3 millions de tonnes de CO2 par an les émissions en 2030. Ce qui correspond quand même à faire une énorme augmentation du covoiturage. On parle là de plus de 6 millions de trajets covoiturés jour. Et donc, on en est à moins d'1 million aujourd'hui. Donc, on a une marche à franchir qui est très importante. Donc, à fond sur le covoiturage. On a une question de Marguerite. Que recouvrent les VP sobres et légers? Car les véhicules électriques doivent aussi être sobres et légers afin de continuer à réduire la pollution et les émissions liées à la construction. Totalement d'accord avec Marguerite. Donc, du coup, notre sujet, là, on englobe dans VP sobre et léger à la fois les véhicules thermiques et les véhicules électriques. Et donc, nous, on pense qu'il faut favoriser le développement de l'ensemble des véhicules plus légers, plus sobres. Ça vaut pour l'électrique comme pour le thermique. Et donc, aujourd'hui, on n'y est pas encore. C'est-à-dire que pour l'instant, quand on a le poids moyen des véhicules, il continue, neuf vendus, il continue à augmenter. Et donc, ça, c'est pour nous un point qu'il va falloir infléchir. Alors, les constructeurs, ils travaillent, donc on a toute une série de nouveaux véhicules qui arrivent sur le marché dans les prochains mois, dont une partie plus importante de véhicules plus petits, plus légers, plus sobres, et ça, c'est une bonne chose. Et donc, après, il y aura toujours une gamme de véhicules, avec des véhicules plus haut de gamme, plus lourds, qui continueront à être vendus, et c'est pas mal dans l'absolu d'avoir une gamme qui est un peu large. Par contre, il faut que la part des véhicules plus légers soit plus importante, et ça, on y travaille. C'est notamment pour ça aussi que le gouvernement a mis en place un malus poids, du coup, pour la vente des véhicules neufs. Et donc ça, c'est un des leviers sur lesquels on va continuer à travailler. Alors, toujours sur la voiture, il y a une question de Julien. Sur la fin des moteurs thermiques en 2035, que prévoit la France pour accompagner l'industrie automobile, notamment face à la concurrence étrangère, renforcer le réseau de recharge sur le territoire et faciliter l'acquisition des véhicules électriques? Donc, une question très large sur le sujet comment on se prépare à 2030. Donc, 35, pardon. Je redis, 2035, c'est pas l'arrêt de tous les véhicules thermiques. 2035, c'est quand on achète un véhicule neuf,
on n'a que des véhicules électriques. Ce qui veut dire que vous avez en tête que chaque année, en gros, on achète à peu près 2 millions de véhicules. On a un parc total qui est à peu près 35 millions de voitures. Et donc, en gros, le gros des véhicules échangés chaque année, achetés, etc., c'est des véhicules d'occasion. Donc, sur le marché de l'occasion, en 2035, on continuera à avoir beaucoup de voitures thermiques. Et la fin de la voiture thermique, c'est plutôt un sujet 2050 qu'un sujet 2035 quand je regarde le parc dans son ensemble. Mais néanmoins, il faut le préparer, cette échéance 2035. Donc, il y a un enjeu industriel très fort. Et ça, du coup, vous avez totalement raison. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour cela? On s'appuie beaucoup sur les constructeurs français, à la fois Stellantis, à la fois Renault aussi. On a, avec France 2030, tout un programme aussi d'aide à l'investissement pour qu'on puisse fabriquer des batteries en France, pour qu'on puisse avoir des usines d'assemblage des véhicules électriques en France. Et donc, comment est-ce qu'on accompagne le fait que l'industrie automobile, elle reste en France? Et donc, c'est pour ça qu'on s'est aussi fixé l'objectif de continuer à produire 2 millions de véhicules électriques, enfin 2 millions de véhicules en France. Et donc, ça veut dire qu'ils sont électriques. Voilà. On a après, donc ça c'est la partie soutien à l'offre. Et après, il y a un soutien à la demande. Donc, à la fois le sujet d'accompagner les ménages. Donc là, vous savez qu'on a en ce moment un bonus à l'achat pour un véhicule électrique, donc qui continue d'exister, qui bénéficie à tous les véhicules électriques vendus. On a aussi un dispositif de leasing social de véhicules à 100 € qui a été mis en place, qui a été un grand succès. Donc on s'était fixé comme objectif d'avoir 25 000 bénéficiaires, on en a eu 50 000, donc on a doublé le volume, et on réactivera le dispositif du coup à partir de la fin d'année. Donc ça, c'est un dispositif pour que tout type de ménage puisse avoir accès à un véhicule électrique, et pas uniquement ceux qui achètent des voitures neuves, mais aussi du coup des ménages plus modestes. On a aussi les dispositifs d'aide à l'acquisition, au déploiement des bornes, qui sont assez nombreux, avec des C2E, mais aussi avec des soutiens directs. Donc on a à la fois là, il y a un double dispositif. Il y a à la fois quand je suis un particulier ou une entreprise que je vais avoir installé une borne, comment est-ce que j'aide? Il y a le sujet du cofinancement des bornes publiques sur lequel l'État s'implique. Et puis il y a aussi des programmes du coup, de renforcement des bornes de recharge rapide sur les grands axes de transport. Donc là, il y a eu notamment dans le cadre de France Relance, puis de France 2030, aussi des soutiens financiers pour équiper en recharge rapide les grands axes, qu'ils soient routiers, autoroutiers, de façon à ce que vous puissiez, tous les utilisateurs de voitures électriques, vous recharger rapidement sur les trajets longs. Je regarde rapidement dans les questions, du coup, s'il y a d'autres questions. Voiture. Il y a une question de Denis. Les entreprises ne sont surtout pas motivées à réduire leur flotte automobile par le cadre légal. Que pensez-vous de mettre en place un crédit mobilité alternatif aux véhicules de fonction avec une exemption fiscale? Alors, il y a plein de dispositifs qui coexistent. Si j'essaie vis-à-vis des entreprises et des salariés, il y a plusieurs choses. Dans ce que vous dites là, il y a plusieurs choses. Il y a quelles sont les flottes des entreprises, et donc pour des besoins professionnels, qui a le droit, quels sont les usages de la voiture et comment est-ce qu'on les modère et comment est-ce qu'on les décarbone. Et donc là, il y a des plans, donc du coup, les grosses entreprises doivent faire des plans de mobilité sur lesquels il y a un vrai travail qui est fait sur comment je réduis l'usage de la voiture et que je trouve des alternatives. D'ailleurs, ce n'est pas qu'une question de voiture, c'est une question aussi de transport aérien. Donc par exemple, l'État en tant qu'employeur, du coup, s'applique une règle qui est pas de trajet en avion quand il y a une alternative en train à moins de 4h30. Donc ça, on l'applique pour l'ensemble des fonctionnaires. Donc il y a ce premier sujet-là. Et donc là, c'est important pour nous, j'en reviens à ce que je disais au début, qu'il y ait aussi l'électrification sur l'usage de la voiture. Et puis après, il y a comment est-ce qu'on aide aussi les salariés dans leurs usages individuels de la voiture, du coup, à avoir éventuellement des alternatives. Et donc là, c'est la touche des dispositifs du type le forfait mobilité durable qui est déjà en place, qui est du coup co-abondé par les entreprises, qui permet de financer les alternatives, donc transport en commun, ça on connaît bien le sujet, mais aussi les aides alternatives au vélo, etc. Donc le forfait mobilité durable permet de répondre à ça. Et puis il y a aussi un sujet sur les véhicules de fonction. Et donc là, il y a des réflexions à en faire en cours, parce que sur comment est-ce qu'on fait évoluer les pratiques de véhicules de fonction. Je pense que le sujet n'est pas totalement mûr encore, mais c'est un sujet sur lequel, en tout cas, on travaille activement. Alors, il y a une question de Michel qui dit « Quid de l'adaptation de nos infrastructures et de nos systèmes de mobilité au dérèglement climatique? C'est quoi le plan ?» Alors, sur le sujet d'adaptation au changement climatique, on a tout un plan national et qui aura un volet mobilité qui va être mis en consultation là, au mois de mai, et donc du coup maintenant très prochainement. Mais si je sens tout dévoiler, il y a bien sûr d'ores et déjà des sujets d'analyse de la vulnérabilité de nos infrastructures au changement climatique,
Ça vaut pour la route, dégradation des routes, des ponts, des ouvrages d'art, etc., sur lesquels il y a d'ores et déjà des programmes d'identification, d'entretien, de réhabilitation, etc. Ça vaut aussi pour le ferroviaire. Du coup, quand il fait chaud, les rails se dilatent, donc du coup, ça a des conséquences à la fois sur les rails, sur les caténaires, sur plein de choses. Donc ça se travaille en amont. Et puis généralement, l'électronique, du coup, en période de forte chaleur, parfois il y a plus de pannes, et donc du coup, ça c'est aussi des sujets de robustesse et de renforcement. Plus généralement, toutes les infrastructures de réseau, de transport, etc., vont devoir faire de façon systématique ce plan de vulnérabilité et mettre en place aussi toutes les mesures de prévention qui vont permettre de les réduire. Et donc là, il y a une question de Raphaël un peu liée, pour favoriser la réduction des émissions et la robustesse de nos infrastructures. Quid d'une campagne générale de réduction globale des vitesses TGV et autoroutes? Alors ça, c'est un point important. Alors, honnêtement, je n'ai pas d'éléments sur le sujet, enfin, peut-être que l'équipe en a, mais moi, je ne les ai pas en tête, sur l'impact de la vitesse des TGV sur l'usure des rails, etc. Donc, je me garderai de dire des choses là-dessus. On a regardé, parce que c'est un sujet qu'on regarde très régulièrement, qui a été beaucoup débattu sur la limitation des vitesses, pour notamment baisser les émissions. Et donc là, baisser les vitesses sur autoroute et sur route, dans les proportions qui avaient été proposées par la Convention citoyenne, en gros, de mémoire, c'est à peu près 1,5 million de tonnes de CO2 du coup, d'économie par an, donc qui sont à rapporter à tous les leviers que vous avez mis sur la table dans le monde riant, à un besoin de baisse globale de 200 millions de tonnes de CO2 sur certains confondus. Et donc du coup, par exemple, à comparer aux 11 millions de tonnes de CO2 par an sur l'électrification de la voiture. Donc mon point là est de dire que ça y contribue, mais ça a un impact en valeur absolue qui est assez modéré. Et donc nous, le choix qu'on a fait dans le plan, c'est de se dire qu'il fallait le faire de façon volontaire. Donc, nous, on incite par exemple, État exemplaire, les fonctionnaires à le faire, mais on ne l'impose pas à l'ensemble de la population, parce que du coup, c'est une contrainte forte pour un gain CO2 qui est relativement modéré et dont on sait obtenir des effets équivalents par d'autres dispositifs qu'on a documentés par ailleurs, et c'est pour ça qu'on ne l'a pas rendu obligatoire. Mais il n'y a pas de débat sur le fait que rouler moins vite, ça émet moins de gaz à effet de serre, et donc c'est une pratique que l'on incite à avoir. Alors beaucoup de questions, du coup je vais essayer d'en répondre à un maximum. Je vais les prendre un peu dans le flux, donc du coup je vais sauter d'un sujet à l'autre, ça sera plus facile plutôt qu'essayer de regrouper des paquets. Alors, il y a des questions sur quelle vision avez-vous sur la mobilité électrique des poids lourds? Une question de Benjamin. Je n'ai pas beaucoup parlé de poids lourds ici, donc je vais développer un peu ce point-là. Alors, donc les poids lourds, du coup, je pense que c'est un peu différent de la voiture, sur lequel la voiture, il y a un très fort, je pense qu'il y a le débat sur les technologies et le bon choix des technologies. Alors, il est toujours un peu en cours, mais on a fait un choix très clair en France et en Europe plus généralement d'avoir la voiture électrique qui a beaucoup de sens, notamment sur toute une série de transports du quotidien, j'allais dire. Sur les poids lourds, le sujet est moins mûr d'un point de vue technologique. Donc nous, on pense qu'il faut qu'il y ait un mix technologique, donc il y a une part d'électrification qui doit jouer, qui existe d'ores et déjà dans les technologies. Les poids lourds, ce n'est pas que les très gros poids lourds qui font des très longues distances, c'est aussi des engins un peu plus légers qui font notamment la logistique urbaine, donc sur lequel il n'y a pas vraiment de débat sur le fait que l'électrifier, ça a beaucoup de sens, donc il faut y aller d'ores et déjà. Et donc nous, dans notre plan, on a quasiment 50% d'électrification sur les poids lourds. Mais il y a par ailleurs des choses en complément qui se développent. Là, on discutait avec une des entreprises notamment qui a fait un livre blanc sur différentes solutions technologiques. Il y a par exemple des choses qui ont bien progressé sur l'injection directe de l'hydrogène dans les moteurs. Et donc ça, aujourd'hui, je ne sais pas moi vous dire quelle est la part que ça prendra demain, mais c'est une technologie qu'on doit intégrer dans la réflexion. On a eu un grand débat sur la question du bio-GNV dans les transports lourds. Et là, je voudrais clarifier un peu le point, c'est-à-dire que nous, on n'a pas de dogmatisme contre l'utilisation du gaz vert dans le transport lourd. Par contre, vous savez ce que je dis au début, pour produire du biogaz, il faut de la biomasse, et la biomasse, elle est présente en quantité qui est assez limitée. Elle est limitée en France, et on part du principe que pour la soutenabilité mondiale, il ne faut pas qu'on repose sur une importation massive de biomasse depuis l'étranger. On ne s'interdit pas de faire un peu d'importation, mais on ne doit pas du coup importer massivement notre biomasse pour pouvoir faire de l'énergie. Et ça nous conduit à dire qu'on n'a pas assez de matière
pour tout faire, et donc pour faire des choix. Et donc quand il existe des alternatives, en l'occurrence dans les transports lourds, il en existe, il vaut mieux les privilégier. Ça n'empêche pas qu'il y ait des projets locaux qui soient développés parce qu'il y a un méthaniseur quelque part et donc de ce fait, il y a déjà de la ressource en biogaz qui est produite et avec du coup des bornes et donc un écosystème local qui se crée. Ça vaut pour les poids lourds, certaines flottes, ça vaut aussi pour les bus, etc. Quand c'est fait, honnêtement, il n'y a pas de sujet, on n'est pas contre du coup l'utilisation du gaz vert. Par contre, d'imaginer que c'est une solution qu'il faut généraliser massivement avec des très grands volumes, nous on pense que ça pose un problème à cause de la limitation en biomasse. Donc, tout ça pour dire que l'électrification, ça fait partie de la solution, ça ne sera pas la seule. Je vous ai parlé de biogaz, j'ai parlé d'injection directe de l'hydrogène, ou même depuis la combustible aussi encore. Donc, tout ça, c'est des sujets qui sont encore en cours de développement, mais il faut maintenant passer à l'acte. Il y a une question ensuite. Alors, comment est envisagée la réduction du trafic aérien, qui est le seul secteur à accuser une hausse de ses émissions en 2023, quand tous les autres secteurs ont vu leurs émissions baisser? Une question de Vincent. Alors, il faut avoir en tête que nous, on avait anticipé, donc dans le plan à l'horizon 2030, on avait anticipé que le trafic aérien reviendrait, parce que du coup, le post-Covid, il s'était beaucoup ralenti, et donc on avait d'ores et déjà intégré qu'il y aurait une hausse du trafic. La question maintenant, c'est l'ampleur de cette hausse demain. Alors, à l'horizon 2030, du coup, les choses bouclent. On a à la fois avec le trafic, la dynamique telle qu'on la voit, et avec une part de biocarburant, de changement de motorisation, on arrive du coup à faire une première baisse des émissions, enfin en tout cas de gérer un premier levier de baisse des émissions de gaz à effet de serre dans l'aérien. La grosse question pour moi sur l'aérien, c'est le post-2030. Post-2030, pour l'instant, dans le plan, on ne l'a pas encore beaucoup documenté, mais ça va venir, parce que du coup, on y travaille activement, et puis il y aura une grande consultation aussi dans le cadre de la SNBC sur ce sujet-là. Et donc là, il y a plusieurs sujets. Il y a un sujet de se dire, est-ce qu'on peut massivement faire des SAF et des e-fuels dans l'aérien? Et donc nous, pour l'instant, on regarde les choses, on regarde les faits, on regarde les chiffres, on regarde ce que ça veut dire en termes de ressources, ce que ça veut dire en termes de prix, ce que ça veut dire en termes de soutenabilité. Et donc on se pose pas mal de questions, et donc du coup, on sera amené à dire des choses là-dessus. Et c'est pas sûr qu'on soit en capacité, du coup, de boucler ça uniquement avec les e-fuels. Du coup, il y a un sujet de se dire comment est-ce que je modère la hausse du trafic aérien. On n'est pas sur un sujet de décroissance de l'aérien à partir de maintenant, on est surtout, nous, dans notre point de vue, dans un premier temps, sur un sujet de ralentir cette hausse-là. Et donc, c'est des mesures nationales. On est en France le premier pays à avoir interdit des trajets en avion quand il y avait des alternatives en train. Donc, dans la loi, c'est les fameuses 2h30. Et donc, il va falloir aller plus loin. Donc, il y a le signal prix qui joue d'ores et déjà en 2024, parce qu'il y a eu une taxation qui a été mise en place sur les aéroports qui s'est répercutée sur les compagnies aériennes. Il y a eu du coup un premier signal prix qui a été donné sur le billet d'avion. Donc du coup, ça contribue du coup aussi à modérer ça. On n'est pas au bout de l'histoire. Donc à la fois sur comment je fais évoluer les pratiques, comment est-ce que je m'assure que j'utilise l'alternative quand c'est possible, comment je joue sur le signal prix, comment je joue sur la décarbonation en utilisant massivement des e-fuels. C'est tous les leviers, enfin un certain nombre de leviers qu'on a à disposition sur lesquels il va falloir combiner les choses. Et là, on n'est pas encore au bout de notre réflexion sur le sujet. Alors, il y a une question de Pierre. Comment financer l'activation de ces leviers de manière adéquate et dans les délais impartis? Le marché et les consommateurs vont-ils librement suivre la planification ou est-ce que l'État devra intervenir, y compris en finançant l'infrastructure? Alors, clairement, sur le domaine des transports, on n'est pas simplement sur une approche purement libérale et chacun fait ce qu'il veut et on demande d'incitation. On est déjà sur un secteur où il y a des interventions très massives, du coup, à la fois de l'État et des collectivités. Tous les transports en commun, que ce soit le ferroviaire, que ce soit les transports en commun plus urbains, le métro, le tramway, même les lignes de bus, etc., elles sont très très largement financées par la puissance publique. L'ordre de grandeur, sur le ferroviaire, sur à peu près entre 20, je vais être des grosses fourchettes, entre 20 et 25 milliards par an de dépenses sur le ferroviaire en France. Il y a 10 qui sont des recettes commerciales et 10 à 15 sur les années qui sont des subventions. Donc ça vous donne du coup un ordre de grandeur de l'intensité du soutien qui est déjà apporté. Un projet de transport en commun, c'est très largement financé par la puissance publique, généralement en cofinancement entre l'État, les collectivités et souvent des cofinancements de l'Union européenne. Donc ça, incitation assez forte. En matière du coup de voitures,
il y a de la norme. Quand on dit qu'on interdit la vente des véhicules thermiques en 2035 et c'est 100% électrique, ça c'est une norme européenne, clairement là on se place du point de vue de la norme. Par contre, il y a aussi du coup de la nécessité que chacun après aussi, enfin une liberté quand même individuelle qui reste sur le sujet de la décision en matière de report modal, sur l'utilisation du vélo, sur au-delà des véhicules neufs, la façon dont on passe d'une voiture thermique à une voiture moins émissive, du coup, à quel moment on fait le choix d'y passer. Donc là, nous, on n'est pas sur une logique où on va aller prescrire à chacun ce qu'il doit faire de façon ultra précise. On est sur, du coup, donner et des incitations et un cadre normatif plus macro pour que ça puisse se passer. Alors, il y a une question de Sophie. Outre la question des véhicules électriques, ne serait-il pas possible d'investir sur le fret ferroviaire pour réduire le nombre de véhicules sur les routes et donc les émissions de gaz à effet de serre en matière de transport de marchandises? Donc là, oui, on est d'accord sur le fait que le fret ferroviaire va y contribuer. Vous voyez dans le fameux Mondrian, le petit graphique qu'on vous a montré au début, au milieu, là, dans le bleu foncé tout en haut, vous avez parti fret ferroviaire et fluvial, moins de 4 millions de tonnes de CO2 par an. Donc ça, c'est l'application de ce qui est du coup le doublement du fret ferroviaire à l'horizon 2030, qui était dans la loi d'orientation des mobilités, et donc derrière qui est adossé à un plan d'investissement, qui est à la fois de l'État et des collectivités, qui vise, si je dis les choses simplement, à plusieurs titres. Un, de définir des grandes autoroutes ferroviaires qui permettent de relier des grands axes. Et donc là, du coup, il y a des sujets très pratico-pratiques, de mettre au bon gabarit les voies pour que du coup les trains de marchandises puissent passer. Du coup, d'avoir des contournements d'agglomération, parce que souvent, il y a une concurrence entre le transport de personnes, le transport de marchandises, qui est souvent la nuit, et puis les travaux, parce que vous savez que pour moderniser le réseau, l'entretenir, on a besoin du coup d'arrêter le transport sur les voies pour pouvoir entretenir les voies. Et donc, il faut souvent ce qu'on appelle arbitrer entre les sillons. Donc, du coup, est-ce que les trains peuvent passer? Donc, on fait des contournements, on sécurise les sillons, on sécurise du coup les gabarits des voies et d'ailleurs on subventionne aussi un certain nombre de pratiques de transport des wagons isolés, etc. pour que du coup dans les usines qui produisent peu en volume, on aille quand même les chercher en train. Et puis dernier élément, on développe aussi des plateformes multimodales pour pouvoir dans les ports ou dans les grands points de frontières, par exemple au Boulou dans le sud de la France ou à Dunkerque dans le nord, sur les axes Le Havre, qui va jusqu'à l'Italie, sur les axes, notamment il y a un axe aussi le long de la façade ouest, qui permet de descendre jusqu'à Bayonne. Donc ça, c'est des grands axes. Sur ces grands axes-là, on finance des plateformes multimodales qui permettent du coup de basculer notamment des gros camions depuis de la route, de mettre les camions sur les trains. Donc ça, on le développe fort, mais vous voyez que même en y allant de façon intensive, la part relative, du coup, reste relativement modérée, donc c'est important de le faire, mais on ne peut pas faire que ça. Il faut combiner les différents leviers. Alors, il y a une question de l'association Effet de serre toi-même, là, pour réduire les engorgements des villes, majoritairement dus au trafic interne et d'échange, est-il encore raisonnable d'envisager la construction de nouvelles autoroutes ou de grands axes routiers? Alors, plusieurs choses là-dessus. Il y a à la fois, je pense que la France fait partie des pays en Europe et même plus généralement dans le monde sur lesquels il y a un volume d'équipement routier qui est du coup particulièrement développé. Donc, globalement, on a quand même un très bon réseau routier en France et donc on n'a pas un enjeu majeur du coup de le développer sur tout le territoire massivement le réseau routier en créant plein de nouvelles routes. Ça non. Pour autant, on a des zones localement sur lesquelles il y a des congestions, c'est beaucoup des contournements du coup de grandes métropoles ou sur lesquels il y a des petits bouts d'axes sur lesquels il y a des congestions très fortes. Donc avec ce que je vous ai montré avant, nous on pense que l'usage de la voiture va un peu se réduire, notamment dans les milieux urbains, mais ne va pas drastiquement changer en volume. Donc on continuera encore pendant longtemps à avoir beaucoup de voitures. Et donc de ce fait, ça peut justifier, encore une fois ça se regarde au cas par cas, qu'il y ait des contournements qui continuent à se faire. Donc là, je me garde bien d'avoir une réponse en général. Il faut vraiment avoir une réponse au cas par cas. Et il faut intégrer sur le long terme ce que sont les évolutions des émissions. Ensuite, il y a une question de Claude. Pour les autocars, comment l'État compte-t-il accompagner de façon homogène, entre autres, les régions et indirectement les opérateurs de mobilité? Donc là, c'est une bonne question. On voit que notamment les cars express, j'ai l'exemple de l'Essonne en tête, sur lequel
On a des dispositifs, il y a une massification très intéressante où du coup, il y a des parkings qui sont dans l'Essonne et qui permettent, et après des grands axes de car express qui rejoignent pour ceux qui travaillent à Paris, qui sont très efficaces en termes de limitation des émissions. Donc ça, on soutient beaucoup. Il y a une politique de car express qui est en cours de développement. Donc, et l'État, qui est avant tout piloté par les autorités organisatrices de la mobilité, qui dans certains cas sont les régions, dans certains autres cas sont des collectivités à une maille infrarégionale, et sur lequel il peut y avoir des appuis à la fois en achat de matériel ou à la fois aussi en aide aux services de l'État. Après, ça reste une compétence avant tout des collectivités, et donc celles qui sont en première ligne pour ça. Et dans le cadre des COP, j'ai très peu parlé des COP là, mais donc du coup, on a notamment un objectif de décarbonation, et à la fois de développement de ces cars express, et puis aussi de décarbonation de la partie des bus et des cars. Pour les marchandises, une question de Thomas, il serait bon de mettre en avant la réduction nécessaire des volumes, parce que c'est dans le Mondrian, donc oui, vous l'avez identifié, merci, on en parle peu jusqu'ici. Les importations croisées de tomates entre les Pays-Bas, l'Italie, l'Espagne par exemple, on arrête quand ? Donc là, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il y a un enjeu, quand on en parle, on dit sobriété marchandise, on parle vraiment de ça, c'est-à-dire comment est-ce qu'on essaye à la fois d'améliorer les taux de chargement et puis du coup de réduire un certain nombre de flux. Donc là, tout notre programme, à la fois de réindustrialisation et puis s'agissant des fruits et légumes qui était votre question, d'augmentation, donc on a un plan souveraineté fruits et légumes dont on veut augmenter la part des fruits et des légumes qui sont produits sur le territoire national et consommés en France. Donc tout ça, ça contribue à baisser les transports de longue distance. Donc aujourd'hui, on n'a pas comme projet d'aller interdire les échanges internationaux de fruits et légumes. Par contre, du coup, on a pour objectif que ça soit une concurrence qui soit la plus équitable possible. Donc affichage de l'origine, respect des conditions, et donc du coup, c'est des contrôles de GCCRF, etc. Et puis aussi de augmenter tout ce qu'on produit en France de façon à pouvoir réduire l'intensité de transport. Je prends encore 2-3 minutes pour prendre encore quelques questions. J'ai un peu dépassé le temps, je m'en excuse, mais du coup, elles sont nombreuses et je pense que c'est important de continuer à vous répondre. Il y a une question. Le chef de l'État, donc du collectif Oui Train de Nuit, donc le chef de l'État a annoncé la relance des trains de nuit avec au moins des transversales au départ de Metz, Strasbourg vers le sud de l'Hexagone. L'État va-t-il investir pour lancer ces transversales et en imaginer d'autres? Donc là, il y a tout un plan de train de nuit, effectivement, qui a été mis en place, qui se déploie progressivement. Alors, je n'ai pas en tête, du coup, la liste des différentes lignes, mais c'est un point sur lequel on pourra continuer à échanger. Donc, il y a à la fois des lignes France, et puis il y a des lignes vers l'international. Et donc là, c'est un peu progressif, parce que le sujet, c'est à la fois d'en ouvrir, et puis de regarder aussi ce qui fonctionne, de façon à pouvoir aussi faire les investissements au bon endroit. Vous avez, le collectif Oui Train de Nuit est bien connu à la fois de l'État, du SGPE. Donc, vous avez bien en tête qu'il y a des enjeux aussi de matériel roulant, sur lesquels il faut donc investir quand même pas mal. Et donc, de ce fait, il faut que ça se fasse de façon progressive, de façon à ce qu'on puisse aussi bénéficier du retour d'expérience des premières relances de train de nuit. Il y a une question sur vous attendez beaucoup d'une petite partie de la population, il faut faire attention au ras-le-bol des engagés si vous ne demandez pas à toute la population de s'engager, notamment par la baisse des limites de vitesse sur route, une question de Servan. Ce qui me donne le point, je redis à Servan, c'est-à-dire que nous vraiment sur la question de la limitation des vitesses, on n'a pas dans notre projet du coup de l'imposer à tout le monde. Pour autant, j'insiste vraiment là-dessus, deux choses. D'une part, je reviens sur mon Mondrian. Vous regardez que la répartition de l'effort, on a été extrêmement attentif à ce que ça ne pèse pas en grande partie sur les gens, sur vous et moi à titre individuel. Quand vous regardez la répartition de l'effort de baisse des émissions de gaz à effet de serre, la moitié, c'est les entreprises qui doivent les faire. Par la logistique, par le secteur de l'industrie, par le tertiaire avec les locaux commerciaux, par la production d'énergie, la gestion des déchets, etc. Un quart, c'est les pouvoirs publics, l'État en premier lieu, mais aussi les collectivités locales. Et donc là, c'est des questions d'aménagement, des questions de gestion de déchets, des questions de transport public. Et seulement, j'allais dire, un quart, les ménages. Donc vous et moi, à titre personnel, c'est beaucoup les sujets du logement, l'alimentation, de la voiture, essentiellement. Et ça, c'est important parce que si je le résume de façon très caricaturale, et donc vous m'excuserez cette caricature, cette simplification, ça veut dire que 75% de l'effort, on le demande aux gros, on le demande aux entreprises. Je sais qu'il y a plein de petites entreprises, donc on les traite de façon à part, mais au pouvoir public et aux entreprises. Et 25% aux gens. Et ça, c'est important pour que on se sente tous concernés sur le fait que c'est proportionné. Et c'est parce qu'on demande d'abord le plus gros de l'effort aux gros, aux entreprises, au pouvoir public, qu'on peut se permettre de donner plus de temps aux citoyens pour
faire cette transition à leur rythme. Donc quand je rentre dans mes leviers, par exemple la voiture, je ne demande pas à tous les Français d'avoir une voiture électrique en 2030. Seulement 15%. Ce qui veut dire que 85% des Français continueront à avoir une voiture thermique en 2030 et ça n'est pas culpabilisant, ça n'est pas un problème. Sur le sujet de la rénovation énergétique des logements, on a à peu près 12% de rénovation performante des logements dans le stock en 2030. Ça veut dire que 88% des Français n'auront pas fait de rénovation complète de leur logement et ça n'est pas culpabilisant non plus. Et ça, c'est possible uniquement parce qu'on a demandé le plus gros effort au plus gros avant en priorité. Et ça, c'est très important du coup dans l'équilibre général et notamment de façon à ce que ça soit soutenable et que le pacte social tienne autour de ça. Allez, 2 questions pour finir. Alors, il y a une question du coup de Pierre-Henri. Quels sont les leviers pour gérer l'impact sur les ressources, cuivre, lithium, cobalt des véhicules électriques? Des nouvelles solutions technologiques sont-elles envisageables à l'horizon 2030? Avons-nous progressé sur le recyclage des matières? Alors là, du coup, j'en ai relativement peu parlé, donc j'ai parlé un petit peu du lithium. Alors, pour l'instant, le sujet, c'est il faut des véhicules plus légers pour qu'on mette des batteries du coup, qui sont petites dès le début. Et puis, il y a un énorme enjeu de développement de la filière de recyclage du coup, de ce lithium. Et là, la bonne nouvelle, c'est qu'on a des champions français du coup, en matière de recyclage qui sont en train de se développer. Je pense à des filiales d'Orano, des filiales de Suez, d'autres entreprises qui se développent sur le territoire et qui font plein de choses. Donc oui, on est en capacité de monter en France une filière de recyclage. Il faut continuer à la faire monter en puissance de façon à ce qu'on soit au rendez-vous de 2030. On a aussi d'autres matières premières qui sont critiques. Et donc du coup, pour toutes ces matières, il faut qu'on développe la même logique de recyclage à fond. Après, pour 2030, ça reste des enjeux qui sont en volume relativement modéré. Et donc, l'énorme enjeu, c'est dans le post-2030. Et donc, post-2030, oui, on a besoin d'innovations supplémentaires pour continuer à travailler là-dessus. Et d'ailleurs, on finance via le programme France 2030, mais aussi via les agences de programme avec de la recherche, à la fois publique et privée, des innovations complémentaires qui viendront demain. Après, ce qu'on se dit, c'est très important, c'est qu'on n'est pas des technosolutionnismes donc dans le plan. C'est-à-dire qu'on ne se dit pas, parce que demain, on trouvera peut-être des choses, du coup, on n'a pas besoin de faire d'efforts par ailleurs. Et donc ça, on l'a fait jusqu'à 2030. C'est-à-dire que 2030, 60% des baisses du plan, c'est les solutions qui existent déjà, qu'on déploie. 20% des baisses, c'est des changements de comportement. 20%, c'est l'innovation technologique. Vous voyez, 80%, c'est hors innovation. 20%, c'est l'innovation. Donc c'est relativement raisonnable. Pour le post-2030, on aura un peu plus d'innovation. Je ne sais pas encore vous dire combien, ça, on est encore en train d'y travailler. Mais c'est normal quelque part, parce que le post-2030, c'est après-demain, donc c'est important que l'innovation continue à jouer un rôle. Et puis je termine par une question de Frédéric. Considérez-vous avec votre équipe toutes les incidences de l'activité internationale liée à la France, c'est-à-dire les conséquences transport d'une relocalisation des industries? Donc ça, c'est une question importante. Alors, j'ai conscience qu'aujourd'hui, j'ai été très centré sur les gaz à effet de serre. On a beaucoup parlé notamment de voitures, etc. Donc, je le dis au tout début très rapidement. Ce qu'on regarde dans le plan, ça n'est pas uniquement les émissions directes, mais c'est bien l'empreinte carbone, donc aussi les émissions importées. Donc, à ce titre-là, on regarde aussi toute l'incidence transport de ce qui se fait international. Et donc, de ce fait, oui, quand on relocalise une entreprise, ça a un bénéfice sur l'empreinte carbone. Ça fait partie des arguments qui nous laissent à penser que c'est bon pour l'environnement de relocaliser, même si ça conduit parfois à émettre un peu plus de gaz à effet de serre en France, parce qu'on a relocalisé une usine qui avant émettait des gaz à effet de serre à l'étranger, qui se met à le faire en France. Mais parce que les conditions de production, les dispositifs de décarbonation des usines sont plutôt plus efficaces en France. Généralement, ces usines-là, elles émettent moins de gaz à effet de serre quand elles sont implantées en France que quand elles sont à l'international. Et par ailleurs, comme vous le dites, on économise des kilomètres transportés, notamment en termes de logistique. C'est vrai sur de l'industrie lourde, mais c'est vrai aussi en agriculture. Je parlais des fruits et légumes tout à l'heure. C'est vrai aussi dans l'industrie textile. C'est vrai dans plein de secteurs d'activité. Et donc oui, absolument, c'est absolument important. Voilà, j'ai bien conscience que du coup, il y a un nombre de questions sur lesquelles on n'a pas eu le temps de répondre. La musique, on a beaucoup dépassé l'heure. Je vais m'arrêter là. Vous retrouvez peut-être donc l'ensemble du plan en ligne sur le site. Vous retrouvez aussi sur le site le tableau de bord. Donc là, vous avez les indicateurs qu'on met à jour régulièrement. On vient de passer d'ailleurs, ou on est en train de passer d'ailleurs, je suis sur une version nouvelle, là, donc où vous pourrez aussi télécharger les données, du coup, pour pouvoir aussi suivre vous-même un certain nombre d'indicateurs. Donc les indicateurs sur le site internet. Vous avez aussi des revues de mise en œuvre, notamment celle sur les transports qui a été publiée.
Et donc, vous y voyez beaucoup plus de détails que ce que je vous ai montré sur où sont les émissions, comment elles ont évolué, quels sont tous les facteurs d'évolution pour bien comprendre ce qui se passe entre 2019 et 2023. Vous retrouverez aussi en ligne sur le site tout ce qui est l'annualisation des leviers, donc en matière de décarbonation de la voiture, des poids lourds, du ferroviaire, etc. Sur quoi, quelle est l'ampleur du coup de ce qu'on attend pour les années prochaines. Et puis aussi très important, et j'en finis par ça, vous avez aussi toutes les approches locales. Tout ce qu'on s'est dit, la voiture, le transport en commun, les sujets de mobilité, des marchandises et tout, ça a une dimension locale très forte. Et donc c'est dans les COP régionales, il y a peu de questions dessus, donc je l'ai peu développé, mais sur lesquelles se travaille aussi un certain nombre d'alternatives du coup aux émissions carbonées, de décarbonation d'alternatives, parce que souvent aussi faire évoluer les mobilités, c'est une question d'aménagement du territoire, donc sur lequel c'est les collectivités locales qui sont à la manœuvre là-dessus. Et donc, vous avez sur le site internet des publications région par région, et puis parfois, vous avez aussi des détails quand vous allez participer au COP sur des mailles départementales ou même beaucoup plus locales. Donc, je vous invite aussi à regarder tout ça. Je vous invite à contribuer dans vos territoires à ces COP. Et puis, je vous remercie du coup de votre écoute. Je vous remercie pour toutes vos questions. Et puis, je vous dis à bientôt, puisque on aura encore d'autres sujets. Là, on a fait bâtiment, on vient de faire transport aujourd'hui. On aura l'occasion de revenir sur la décarbonation de l'industrie, de l'énergie, de l'agriculture, la transition en général. Et donc, c'est autant de rendez-vous qui sont encore à venir. Donc, encore merci. Et puis, on continuera à répondre à un maximum de vos questions. Je vous souhaite à tous une très bonne journée.